sur RTCI. Voilà, jusqu'à la dernière note, c'était un épitaphe de King Crimson et ça a réveillé plein de souvenirs à notre invité aujourd'hui dans Écosphère, professeur Mohamed Louedi. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur. Alors, qu'est-ce que cela vous a inspiré d'avoir écouté ce titre de 9 minutes 12 secondes? Bah oui, ça m'a ramené à une époque que nous ne vivrons plus. Les booms, les fins de semaine, les sorties en couple. Et les booms, en fait, c'est la danse slow. Hein, on commence par ce qu'on appelait le jerk à l'époque. Le jerk. Le jerk. Le jerk, oui. Le rock'n'roll, le jerk et le twist, nous ne sommes pas arrivés au twist. Non, le twist, je crois que c'était avant. C'est une autre génération. Oui. Et puis on finissait avec les slow. Lorsque tout le monde commençait à se fémariser avec tout le monde. C'est ça. Et donc, c'était le moment de nous rapprocher. C'était vraiment propice pour faire des rencontres Mais c'était pour ça, oui, effectivement. et là, une chance terrible d'avoir ce morceau qu'on joue, parce que les autres morceaux, en général, durent le temps d'un ce qu'on appelle un 45 tours. Le vinyle, à l'époque, c'était 3 minutes, hein, pas plus. On mettait d'abord les chansons françaises, les chansons romantiques françaises, parce qu'elles étaient courtes, c'était des 45 tours. Puis on passait à celle-là, parce qu'on commençait là à se familiariser avec les autres personnes présentes. Et quand on a un morceau de 9 minutes, nous avons plein de temps de nous connaître un peu mieux, parce qu'on ne change pas de partenaire. Là. Et ça détonne complètement avec ce qui se passe actuellement, parce que on n'a plus ce goût, cette envie d'aller jusqu'à la fin d'un morceau, et en général, on passe d'un morceau à un autre, on n'a plus la patience d'écouter réellement un morceau de 5 minutes, de 6 minutes, etc. Et c'est bien dommage. Alors, professeur, aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'IA, et vous commencez à être un habitué de nos studios, et nous vous recevons avec un grand plaisir. Merci. Et là, aujourd'hui, ce sera l'IA avec sa relation, avec le savoir. Et oui, puisque grâce à Google, Wikipédia, nous ne sommes plus dans un monde de questions, mais dans un monde de réponses. Et oui, déclin du quotient intellectuel, appauvrissement de la langue, et en même temps, ce sont les machines qui détiennent de plus en plus de réponses, à travers notamment l'intelligence artificielle. Ainsi, ne vaut-il pas mieux, cher professeur, apprendre à poser les questions, puisque les réponses ne nous appartiennent plus? Et dans le cadre de cet apprentissage, je commence par moi-même. Ma première question, adressée à Mohamed Louedi, professeur universitaire à l'Institut supérieur de gestion, est la suivante. Est-il vrai que le savoir se déplace de plus en plus de l'humain vers la machine? Oui, nous sommes en train de le voir tous les jours. Et ce n'est pas que la machine est en train de nous usurper nos talents, c'est nous qui sommes en train de les lui céder. Et de plus en plus, il y a cette dichotomie entre les questions, le monde des questions et les mondes de réponses, en tout cas c'est comme ça que je les appelle, d'une part, et de l'autre part, nous avons les humains et les machines. Alors, d'après certains auteurs, nous ne sommes humains que justement par notre capacité de poser des questions. Nous n'avons survécu à l'évolution que lorsque nous avions atteint une certaine connaissance, laquelle connaissance nous n'avions pu atteindre quand nous posons des questions. Et donc avant, je me rappelle de l'époque où poser des questions était un art que nous avions hérité justement de nos ancêtres depuis très très longtemps, qui posaient des questions et qui souvent n'avaient pas les réponses. Et donc c'était un monde de questions. N'ayant pas de réponses, il y en avait qui en inventaient. Ou alors il y avait des oracles, où il y avait des savants, il y avait des gens comme plus tard dans l'Antiquité grecque, des gens comme Socrate, Aristote, Platon, qui eux avaient atteint un certain niveau de connaissance et donc de savoir. Ils permettaient de répondre à ces questions. Ils répondaient. Et c'était pas parce qu'ils s'inspiraient des questions de leur corps religionnaire, mais c'est parce que eux-mêmes posaient des questions. Ils avaient très vite compris que c'est en posant les bonnes questions qu'ils avaient les bonnes réponses. Et ils avaient aussi très vite compris que c'était les bonnes réponses qui les menaient à d'autres questions. Et c'était l'exercice. Trouver les réponses, non pas pour le plaisir de cumuler du savoir, mais pour atteindre un certain niveau de questionnement. Et donc il y avait ce jeu et une complicité entre les questions et les réponses. Ce que nous avons aujourd'hui maintenant, c'est une bataille rangée entre les questions et les réponses.
Un volet qualifié carrément de bataille. Oui, les questions n'aiment pas les réponses parce que la réponse tue la question. Et dès lors qu'une question se construit, et il faut beaucoup de temps pour construire une question, la réponse est là, dû à la rapidité de la technologie. Et donc, la réponse tue la question, et souvent, cette réponse-là ne mène pas à une autre question. Par le fait même que la nature des questions a changé, elle est maintenant possédée par la technologie. Alors maintenant, ce que nous avons, c'est que nous n'avons plus la connaissance et le savoir, les réponses, nous les avons dans les technologies. Et donc, ça a changé. On n'a plus besoin d'avoir des connaissances. Ben, c'est ça, la paresse, ça nous mène presque instinctivement à ne pas savoir. Pourquoi savoir? Je parlais de oui, nos jeunes maintenant, pourquoi est-ce que je devrais apprendre à calculer, puisque j'ai une calculatrice? Oui. Pourquoi est-ce que je devrais répondre aux questions de l'examen si elles sont sur Google? Et pourquoi me poses-tu une question que c'est sûr que j'en aurai besoin quand je serai grand, mais quand je serai grand, il y aura Google encore. Alors que je me rappelle, professeur, notre génération, nous avions un cahier, oui. Le cahier 24 ou 48, etc. Et dans ce qu'on appelle la 4e de page, ou la quatrième de couve, oui. C'est ça. Oui. Et nous avions les tables de multiplication qu'on apprenait par cœur. Oui, dans tous les cahiers. Dans tous les cahiers. Dans tous les cahiers, parfois nous achetions le cahier pour ça. Rien que pour et ça. Nous apprenions la table de multiplication. Et c'était amusant parce que passant de première année primaire à deuxième année primaire, troisième année primaire, on se disait aux autres, maintenant nous allons passer à apprendre à 8. On va apprendre de 8. Alors 8 fois 1, 8 fois 2, 8 fois 3, 8 fois 4. Et c'était amusant. Et on nous faisait monter au tableau pour réciter la table de multiplication. Et maintenant, il y a plein de gens qui ne savent pas multiplier parce qu'il y a une machine qui le fait, la calculatrice. Et ce n'est pas grave. Oui. Mais quand ça va plus loin et que ça atteint non pas seulement des tables de multiplication et la grammaire, comme c'est le cas maintenant avec les LLM, les Large Language Models, ChatGPT et les autres, les chatbots, bon, ils ont plusieurs dénominations. Je vais dire ChatGPT et on comprendra que je parle de tous les autres aussi en même temps. Oui. Mais là, excusez-moi, professeur Louini, vous avez dit dans une de vos interventions que ceux qui utilisent le plus ChatGPT réussissent le moins. À long terme, oui, c'est une recherche qui est toute récente, en mars. C'est une recherche qui avait désarçonné. Mars 2025. Oui, toute récente. Et à long terme, ce sont ceux-là qui ont des compétences les plus dénuées, qui serviront à rien, parce qu'ils retiennent rien, c'est le besoin de l'instant. Alors qu'avant, nous apprenions par cœur, nous visions la durée, c'était du long terme. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'apprendre par cœur. De toute façon, nous n'avons même plus la capacité d'apprendre par cœur. Les gens n'ont plus de mémoire. Même si nous le voulions, on n'est plus capable d'avoir cette capacité de mémorisation. Oui, il y a une distance entre les troubadours d'avant, chez les Européens, et nos poètes. Et ceux qui ont appris le Coran aussi, Mohamed. Justement, c'est pour ça que les Arabes et les musulmans avaient longtemps résisté l'écriture et le papier, parce qu'ils se sont dit, bon, si nous allons transmettre l'imprimerie qui avait été inventée par les Chinois au IXe siècle aux Européens qui n'y sont arrivés qu'au XVe, c'est que nous allons tuer l'art d'écrire et d'apprendre par cœur, ce qui était une compétence locale à l'époque. Et même avant cela, si nous revenons à Socrate et à Platon, si on lit Phèdre par exemple, nous allons voir que Socrate était tout à fait contre l'écriture, même pas le papier seulement, mais l'écriture, parce que pour lui l'écriture tuait la mémoire. En fait, il n'avait pas tout à fait tort, mais il y a des visions encore plus optimistes que celle-là qui sont dit comment, si nous passons à l'écriture, il n'y aura pas nécessairement un appauvrissement de la mémoire, mais une autre mémoire. Et je cite là Michel Serres, le très respecté Michel Serres, qui avait fait ses déclarations avant sa mort au 40e anniversaire de l'INRIA. Il a dit qu'en fait, tout ce qui sort de notre corps, en fait, il est remplacé par autre chose beaucoup plus positif. En ce qui me concerne, je suis désolé de constater que c'est plutôt le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît. À l'époque de Jahiliya, disons, les gens apprenaient par cœur, non pas ce qu'ils lisaient, mais ce qu'ils écoutaient, ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire, ça fait que vous dites quelque chose, oui, et pour preuve, il n'y a qu'à voir Khutbat al-Wadia. Comment est-ce qu'ils ont appris ça au moment où ça a été délivré?
Le Khutab de l'époque le connaissait, il suffisait. Et nous avons les traces écrites de ce qui a été dit à l'époque et qui n'était pas enregistré et encore moins écrit par les scribes. Et les scribes, ça coûtait cher. Alors que maintenant, tout ce qu'on peut écrire, bon, on le laisse dans les bibliothèques, nous avons besoin de savoir quelque chose. Nous n'allons qu'à nous rendre à une bibliothèque, et à l'époque, nous déplacions. Ibn Khaldoun allait aux bibliothèques de Fès et du Caire et d'Andalousie pour trouver, les gens voyageaient avant. Vasco de Gama voyageait, Amerigo de Vespucci. Pour chercher l'information. Pour chercher le savoir. Alors que maintenant, nous avons le savoir assis. Sans même bouger, on n'a même pas besoin de bouger. Nous n'avons pas besoin de bouger, effectivement. C'est pour ça que nous avons tant de problèmes de santé, de poids et de diabète, etc. Chose dont nous n'avions pas entendu parler avant, du moins qu'aujourd'hui. Moins en tout cas. Et le pire, c'est que moins ça coûte de chercher du savoir, moins ça vaudra. C'est économique. Ça coûte moins, donc ça vaut moins. Oui. Et quand c'est accessible, et que maintenant les machines parlent notre langage, nous n'allons qu'à poser la question à ChatGPT ou consort pour obtenir une réponse. Oui. Et même que ça se passe d'une manière... Je me rappelle, en 1999, Google était mis en vente pour $1 million. Personne ne voulait l'acheter. Et Google, à l'époque, c'était un moteur de recherche, et donc un moteur de questions. Maintenant, Google vaut 1,5 milliard de dollars, trillions en anglais. Oui. Et quand nous voyons que Google est en fait en train de passer de mode maintenant, quand nous avons des gens comme Avin Srinivas, qui est le PDG de Perplexity, qui dit que je ne veux pas que l'on parle de Perplexity comme étant un chatbot, pour moi, c'est un moteur à réponse. Et ça va loin, il dit, et si vous utilisez Perplexity, ce que vous pouvez faire à l'instant même où je parle, vous allez voir qu'en bas, sitôt que vous avez tapé votre question, il vaut d'autres questions relatives à celle que vous venez de poser. C'est-à-dire qu'il suit Socrate en disant qu'une question ne sert qu'à poser d'autres questions. Et quand nous volons aussi, quand je vois moi mon parcours universitaire, je vois que la différence entre un enseignant et un professeur, entre les niveaux primaires où nous donnions les réponses aux élèves pour qu'ils les apprennent par cœur sans trop savoir ce que ça veut dire. Oui. Puis arrivé au secondaire, un bon professeur va aider l'étudiant à trouver la réponse plutôt que de continuer le jeu et poursuivre le jeu du primaire. Et donc nous leur montrons la fontaine et c'est à eux d'aller boire. Arrivé au doctorat, c'est à l'apprenant, au doctorant, de trouver la question de recherche. Et donc c'est un autre jeu maintenant. Et quand on encadre des étudiants, quand nous encadrons des étudiants en doctorat, le problème c'est de trouver la question de recherche. Et c'était pas une mince affaire, il y a des gens qui mettent des mois à trouver la question de recherche. Et après cela, quand ils ont assez mûri, nous leur disons que l'extase n'est certainement pas de trouver la réponse. Ah. C'est de trouver la réponse, pas trop s'y attarder, déjà ça, c'est pas une mince affaire, mais c'est de dégager d'autres questions de ces réponses. Et vous allez trouver dans des bonnes thèses, à la fin, dans la conclusion, voie de recherche future. Et tout l'or est là. Oui. Quelles sont les questions? Et quand le prochain étudiant, si malin ou étudiante, voudra aller chercher une question, il ira feuilleter une thèse qui a déjà écrite et aller dire vers la fin, non pas vers le début, trouver les questions, les voies de recherche futures, adopter une de ces questions-là. Et c'est comme ça que nous avons un programme de recherche qui est consistant, qui continue. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'écrire des thèses qui sont complètement décousues et décloisonnées et sans aucune relation les unes des autres. Et quand nous avons un programme de recherche, c'est la succession de questions et de réponses qui fait qu'un laboratoire, par exemple, tient la route parce que d'une thèse, c'est dans la continuité, c'est la série qui fait l'utilité de tout ce travail. Mais c'est l'essence même de la science, c'est thèse, antithèse, synthèse. Oui. Et c'est tout un monde de questions que nous sommes qui est en train de nous filer entre les doigts. Alors, professeur Mohamed, nous vivons une crise de la question, hein, d'après déjà ce que vous venez de dire, d'où l'avènement de ce qu'on appelle le prompt engineering. Oui. De quoi s'agit-il? Bon, le problème, c'est que maintenant, les réponses, nous ne les avons plus. Pas toutes, en tout cas. C'est les technologies qui les ont. Et pas seulement les moteurs de recherche, mais aussi maintenant les moteurs de réponse. Et les chatbots, c'est l'intelligence artificielle qui prétend maintenant non pas calculer la probabilité du prochain mot, mais qui prétend carrément réfléchir et penser. Thinking,
au reasoning. Voilà. Et maintenant, ce que nous devons apprendre aux étudiants, c'est non plus répondre aux questions aux examens, mais leur donner des examens, ils pourront trouver les réponses. Parce que trouver les questions, pour quoi faire, c'est insipide, ça n'a aucun sens, les réponses sont ailleurs maintenant. L'art, maintenant, est d'apprendre à la populace, et non pas aux nantis et aux élus, à poser des questions. C'est le nouvel enseignement maintenant. Et c'est pour ça que déjà quelqu'un a eu l'idée d'écrire un livre, maintenant il y en a des centaines, qui s'appelle Prompt Engineering, que les Français ne sont même pas encore la traduction de cette Prompt Engineering. On n'a pas trouvé encore la traduction. C'est pas encore stable. C'est l'ingénierie de l'invite. J'ai trouvé ça en français une fois. L'invite, c'est le prompt, c'est le si. Alors, le prompt, c'était l'époque où il y avait le C de DOS, hein, le C du disque C ou le D. C'était ça le prompt. Et ça a été traduit invite à l'époque où ça avait un sens. Maintenant, quand on dit ingénierie de l'invite, ça sonne très, très, très bizarre. Oui, c'est vrai que c'est nouveau. C'est assez creux. C'est assez creux, et ces livres, ils se vendent comme des petits pains, parce que ça vous apprend à poser des questions à ces machines. Et ça, c'est très dévalorisant pour l'humanité. Que nous ayons, nous, à apprendre à parler à la technologie. Alors que c'est avant, il n'y a pas longtemps, lorsque... C'était plutôt le contraire. C'était à la technologie d'apprendre à ce que... Alors, au départ, quand j'étais étudiant en informatique, nous apprenions des langages qu'on appelle le langage machine. À l'époque, c'était acceptable. C'est-à-dire que nous apprenions le langage de la machine. Et après, nous sommes passés de cette première génération à un autre langage qu'on appelle le langage d'assemblage, qui était encore obtus. Puis après, le langage troisième génération. Et ces langages-là se rapprochaient du vocabulaire humain. Arrivé au langage de troisième génération, c'était pratiquement de l'anglais. COBOL, Fortran, c'était des verbes. Et puis, ça a évolué. Maintenant, nous avons Python et les autres. Et nous étions habitués à l'idée à ce que ce soit la machine qui vienne vers l'humain. Et maintenant, c'est bizarre que c'est l'humain qui doit apprendre le langage de la machine. Et même plus bizarre encore de devoir prouver à un ordinateur que nous sommes humains. Quand vous avez la CAPTCHA, c'est un ordinateur, c'est une intelligence artificielle, c'est une machine qui vous demande, vous, humain, son concepteur, à prouver que vous êtes un humain. Ah, le monde est en train de se renverser. De tomber sur la tête. Exactement, exactement. Et alors, professeur Louis, comment doivent évoluer les modes d'apprentissage et de transmission? Nous devons d'abord donner plus confiance à nos enfants. Et ils le méritent parce qu'ils sont nés très intelligents. Alors, on parle d'enfants déjà, Simon. D'enfants, parce que c'est là, oui. C'est là que ça se conçoit et c'est là que ça se... Écoutez, il n'y a rien, il n'y a pas une meilleure compagnie que les enfants. D'accord. Personnellement, la compagnie des adultes m'ennuie. Vous n'êtes nullement visé là, mais quand je suis invité dans une famille, je préfère m'entourer des enfants parce que l'innocence de leurs questions, des questions auxquelles moi je ne pense plus, celle-là me laisse réfléchir. Il y a un apport extraordinaire, c'est vrai. Le pire, c'est que nous, adultes, au fil du temps, nous sommes en train de tuer cette créativité infantile. En disant, tais-toi, tu n'y connais rien. Va dormir. Va dormir. Hey. Rejoins ta chambre. Oui. J'ai écouté ça une fois d'un homme, un sage, qui apprenait aux enfants. Et d'ailleurs, peut-être maintenant, je vais me mettre à plutôt être enseignant que professeur universitaire avec les adultes. Je préfère les enfants. Et dans cette blague, cet enseignant était en train de s'entourer d'enfants. Il leur a demandé de dessiner quelque chose. Oui. Sans règle aucune. Quoi? Ce que vous voulez. Et alors, il s'est approché d'une fille qui dessinait quelque chose qu'il n'a pas reconnu. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu es en train de dessiner? Elle a dit, ça c'est Dieu. Alors lui, la taquinant lui a dit, mais Dieu n'existe pas. Elle a dit, pas encore. Patience, je vais finir. Et cette réplique était d'une innocence. C'est-à-dire qu'elle était en train de créer Dieu dans sa tête. Parce que ne sachant pas ce que Dieu était. Elle va le construire selon sa propre vision, selon... Hein. Et puis, ça me rappelle ma fille, quand elle était très petite. Oui. Elle me dit, papa, il est où Dieu? Je lui dis, bah Dieu il est partout. C'est une question difficile. Très difficile. Très difficile, oui. Dieu est partout. Et nous étions en train de dîner à la cuisine. Elle n'avait pas de concept du partout. Oui. Dans son petit monde. Et après, elle m'a rejoint dans mon bureau, elle m'a dit, Dieu, est-ce qu'il est ici aussi? Elle m'a dit, oui, je t'ai dit partout. Et puis elle a essayé différents endroits parce qu'elle était en train de construire son concept de partout. Alors que moi... Partout, quels sont les différents lieux... Et nous étions en train de nous promener dans une rue. Il m'a dit, mais voilà Dieu! Et retiens-toi là.
Elle a cru le Dans, reconnaître. dans toutes les rues, dans toutes les pancartes, il y avait une effigie de Ben Ali, et donc il est partout. Et donc c'est ça Ah, Dieu. c'est pas vrai. Je te jure. Et donc, tu dis que c'est comme maintenant on nous apprend à parler aux machines. En fait, il vaudra mieux qu'ils nous apprennent à parler aux enfants et à comprendre leur langage et leurs questions. Quand ta fille ou ton fils vient te dire pourquoi le ciel est bleu, tu te rends compte que tu ne le sais pas et que tu ne t'es jamais dérangé pour te poser cette question et que tu aurais intérêt peut-être à aller voir pourquoi le ciel il est bleu. Ou alors quand on nous dit que les étoiles qui étaient mortes il y a très longtemps sont en train encore d'émettre de la lumière, Oui. et donc il y a une infinité d'infinités d'étoiles en train d'émettre toute de la lumière, alors pourquoi est-ce que la nuit est noire? Et là tu es complètement désarçonné. On est C'est les questions qui ne viennent de venir que des enfants. Des enfants, c'est vrai. Et c'est donc à eux que nous devons parler pour reculer et leur apprendre, et surtout ne plus les corrompre avec des choses qui sont établies, ce que tu as allé, c'est comme ça et c'est tout. Nous sommes en train Non, de ça, il faire. faut le dépasser complètement. Ben oui, ben justement. Et alors, professeur Mohamed Louedi, on parle de super-intelligence, même d'ultra-intelligence, dans un horizon de 5 à 10 ans, hein, capable de damer le pion à n'importe quel humain, ce qui aura un moment où on ne parlera plus d'étudiants ni d'enseignants. Non, l'enseignant sera lui-même un étudiant. Et puis, ce qui va arriver est très simple. Je me méfie beaucoup de ces prédictions. Il y a Sam Altman et Dems Bessassis et Jeffrey Hinton qui sont forts dans ce genre de prédictions, qui nous parlent de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Peu importe, ça va arriver. Le délai importe peu. À la limite, oui, ce qui va arriver, c'est que la technologie saura la question que tu vas poser avant que tu l'aies, et il répondra avant que tu le réalises. Et donc la boucle du savoir va entièrement... Et ça nous arrive déjà maintenant. Oui. J'ai des mails que je reçois des étudiants et des rapports, et d'ailleurs je me félicite de cette technologie parce que maintenant nous lisons des rapports qui sont bien écrits. Peut-être pas par les étudiants, mais qu'importe. Oui. Et quand je reçois un mail d'une étude, c'est très très bien écrit. Et je me dis, tiens... Il n'y a aucune faute, c'est... Aucune faute. Parce que nous avons large language models, c'est des modèles de langage. Oui. C'est pas à eux c'est pas à des singes qu'on apprend à faire des grimaces. Et donc je me dis, et si je vais faire répondre ce message par ChatGPT aussi? C'est ça. Et ChatGPT va reconnaître peut-être le message qu'elle a écrit pour l'étudiant. C'est ça. Et avec le temps... Avec le recoupement, oui. Et après l'apprentissage, parce qu'il y a un renforcement de l'apprentissage, cette technologie va savoir que nous sommes en train de lui soumettre des mails que nous recevons et auxquels elle va répondre incessamment. Et ce qu'elle va faire finalement, c'est lorsqu'elle écrit un mail, elle va écrire en même temps la réponse. En anticipant que tu vas la lui demander de toutes les façons. Il faudra que nous habituions à cela. Si tant est qu'en fait, l'humain va être assez stupide pour que ces scénarios se développent. Parce qu'apparemment, ce que je vois maintenant, les humains sont occupés ailleurs, à faire mieux ou à faire pire. Mais ce que nous allons voir, si nous continuons sur cette lancée, c'est exactement ce qui va arriver. Que nous serons complètement hors du jeu, hors de la boucle, et qu'enseignants et élèves, déjà l'élève ou l'étudiant a déjà son autre enseignant. Oui, et ils l'ont déjà devant moi. Ce que j'aime beaucoup. Parce que c'est encore embryonnaire, c'est en train d'arriver. Quand je suis en train d'enseigner, mes étudiants vérifient ce que je suis en train de dire, ipso facto, instantanément. C'est-à-dire que vous... je suis toujours sur mes orteils. Vous ne pouvez pas vous permettre de leur raconter n'importe quoi? Non. Alors maintenant, je redevance à vérifier ça. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Je me suis trompé, j'ai confondu DeepSeek et ChatGPT. Ils m'ont corrigé. Là, ils vous ont corrigé tout de suite. Là. Très gentiment, hein, il faut pas dire que c'est une compétition. Oui. Et j'ai adoré ça. D'accord. Parce que c'est ça l'esprit critique, c'est vérifier ce qu'on te raconte. Et qu'importe que ce soit fait à mes dépens. C'est ça, c'est-à-dire que à la limite, le côté sacré, disons, entre guillemets, il disparaît de l'enseignant. Hein. Oui, mais surtout vérifie ce que tu entends. Oui, c'est... Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, enfin c'est pas si longtemps, il y a quelques jours, une vidéo virale
qui nous montre l'assassinat d'un médecin, je crois, une femme médecin. Ah oui, je l'avais vu. Et que les gens partageaient à droite et à gauche, mais en fait c'était du chiquet. C'était tout à fait. Et on se dit, mais quelle crédibilité! Croire, et je ne sais pas ce que c'est, il faudra peut-être étudier cela, mais des études ont été faites sur ce qu'on appelle le deepfake, le fake news, etc. Oui, le deepfake. Ce que nous savons, et ça c'est une étude très sérieuse qui a été faite par MIT, c'est que les mauvaises nouvelles circulent 6 fois plus vite que les bonnes. Et quand ils disent mauvaises, c'est les mensonges. Oui. Mensonges, contre-vérité et surtout rumeurs. Et comment peut-on se prémunir contre ce genre de L'esprit critique. Non. Ne pas croire. Ne pas croire. Voilà, ne pas croire. Vérifier. Déjà au niveau, voilà. Moi, professeur, moi d'ailleurs, ma première impression, c'était de dire, mais ça paraissait assez gros comme commentaire. Surtout que ça finissait par être une publicité. Donc j'étais un peu, voilà, c'est ça. J'étais un peu. Alors j'ai envoyé tout de suite cela à mon fils médecin, qui est en Allemagne, m'a dit, papa, c'est du pipeau. C'est même pas savoir. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que pour maintenant la vérification de l'information est devenue plus coûteuse. Avant, c'était la question qui était coûteuse. Coûteuse comme pour les étudiants au doctorat. C'est ça. Maintenant, c'est la vérité qui est coûteuse. Tous ces gens-là qui ont partagé cette vidéo n'ont pas eu la peine ou même le réflexe d'aller vérifier. Pourquoi? Parce que c'est un effort. Oui. Et ça coûte cher. Voilà, c'est ça. L'intelligence est en train de devenir de moins en moins chère, quasiment gratuite, puisqu'elle est un bien public maintenant. Exact. Mais c'est la vérité qui est en train de devenir de plus en plus chère. Et nous sommes face à une technologie qui peut la manipuler, cette vérité. Puisqu'elle nous fait voir ce qu'elle veut, ce qu'elle décide, avec les newsfeeds et les algorithmes qu'ils sont en train d'utiliser. Elle est en train de manipuler. Sur YouTube, tu n'es pas sûr de décider de quelle prochaine vidéo tu vas regarder. Regardons celle-là. Oui. Tu vas en avoir une flopée qui seront proposées à droite et tu dis, mais comment est-ce qu'ils ont su que je pourrais peut-être être intéressé par ces vidéos? Et elle va décider parce que celle qui est en haut, tout en haut, c'est la plus probable que tu vas regarder. Et elle va savoir en fonction des clics laquelle tu as finalement opté pour regarder. Et pour combien de temps surtout. Et donc les TikTok maintenant c'est en train de semer la pagaille, parce que c'est court et nous n'avons pas assez de variance. Mais pour les podcasts, là ça peut aller sur plusieurs heures même parfois. Et donc si quelqu'un passe 3 heures à regarder une vidéo de 3 heures, c'est que c'est à 100% dans la lignée de ses intérêts. Le choix est de soit continuer à lui susurrer la même histoire, ou alors en proposer complètement d'autres choses, un peu comme les recommandations que Facebook et autres sont en train de nous... Alors, professeur Mohamed Louedi, l'IA prend des décisions sur la base de données, mais est-elle dotée d'une conscience? Non. 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 Là, je suis catégorique, je ne suis pas du tout dans ce... Je ne vous rassure pas, c'est mon opinion, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'elle l'est. Qu'elle est consciente. Moi, je me dis ça, c'est de l'anthropophagisme, c'est essayer d'inculquer à la technologie des choses qui sont humaines. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de conscience pour être. La conscience, c'est notre propre, c'est le propre de l'homme, un de ces propres-là. Oui. Et il n'y a pas à s'inquiéter, elle va être dangereuse autrement. Elle n'a pas besoin d'être consciente pour que nous en méfions. Donc je ne pense pas et je suis pas du tout... Là, franchement, vous me rassurez. Et alors, peut-être que nous allons conclure. Il nous reste, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais avant cela, vous avez dit dans une de vos interventions que l'IA nous mentira toujours. Oui. D'abord par incompétence, ensuite par commodité. Faut-il alors se méfier J'ai dit ça en public. Bah oui. Oui, elle nous mentira toujours. Maintenant, elle nous ment parce que, elle est peu probabilistique. Il y en a même qui disent c'est un perroquet stochastique. Il répète ce que l'homme dit, ou l'humain dit. Oui. Il y a même eu une technologie de Microsoft qui est retirée tout de suite, qui a pris 24 heures pour devenir raciste et totalement exécrable. La première chose que ces technologies adoptent de l'humain, c'est son mauvais côté. Et un des mauvais côtés de l'humain, c'est le mensonge ou l'hallucination. Mais dans ce cas-là, elle va mentir parce que les algorithmes, la manière dont ça fonctionne, ne contiennent pas l'ensemble vide ou l'infini. Donc elle devra dire quelque chose en fin de compte qui sera la moins probable de tout ce qu'elle aura, qui finira par être un mensonge. Elle mentira par incompétence, par design, parce que la technologie a ses limites.
Quand elle sera plus sophistiquée, elle comprendra que le mensonge, en fait, est un outil extrêmement puissant. Comme tous les mensonges qu'on nous a, qu'on nous a fait passer, inculqués pour nous faire faire des choses. Ça s'appelle de la manipulation, de la propagande, appelez ça ce que vous voulez. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de Joseph Goebbels, qui dit, en fait, dans sa c'est le ministre de propagande du Reich, qui a dit un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, répété 100 fois reste un mensonge, répété 10 millions de fois devient une vérité. C'est un peu comme la vidéo dont nous avons parlé et d'autres choses. Et donc, si la technologie va trouver un moyen de nous manipuler en nous mentant, elle le fera. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas par bêtise ou par incompétence, mais par soif du pouvoir, qu'elle héritera de son créateur, qui est l'humain, parce que ça restera une imitation de l'humain, jusqu'à ce qu'elle prenne son envol et qu'elle atteigne des niveaux d'intelligence que nous ne soupçonnons même pas. Et vous pensez qu'elle pourra aller jusqu'à ce niveau? Si l'humain, le danger ici, c'est pas la technologie, c'est l'humain. La question est toujours de qui est-ce que nous devons nous méfier de l'humain ou faire confiance à la technologie, ou l'inverse. Si ça va nous arriver, ce n'est pas du fait de la technologie, c'est du fait de l'absence de conscience de l'être humain. Et d'ici la conscience, ça sert à ça, c'est pas la peine. Et les humains maintenant, et OpenAI aux dernières nouvelles, a décidé de se mettre à l'AGI, ce qu'ils appellent Artificial General Intelligence, ou l'intelligence générale artificielle, l'intelligence artificielle générale. Alors on parle aussi de faible et de... Oui, mais ça, c'est une terminologie qui est ancienne. Maintenant, les weak and strong AI, ça a changé de... Bon, les concepts n'ont pas changé, mais l'appellation, elle a changé. Alors on parle maintenant de AGI, Super Intelligence, Ultra Intelligence, et maintenant, ils sont décidés à le faire. Ouvertement. Les déclarations de Demis Bessabes d'hier ou avant-hier, il l'a dit, lui, qui sait ce dont il parle, c'est le PDG de DeepMind, il a eu le prix Nobel en chimie de l'IA, il dit que j'en perds le sommeil. Écoutez, vous pouvez vérifier, googler Demis Bessabes qui perd son sommeil quand il pense à ça. Et quand on écoute des spécialistes de ce genre avec une telle intelligence humaine, j'ai un plus grand respect pour ce monsieur. Quand il dit des choses comme ça, lui qui a inventé AlphaGo et AlphaFind et toutes ces merveilleuses technologies, il sait de quoi il parle. Et là, oui, bon, si lui il dort pas, sachant ce qu'il sait, il y a de quoi s'inquiéter. Et là, mon but n'est nullement de vous inquiéter. Je ne suis pas le prophète de malheur du tout. Mais en fait, c'est un cri d'alarme non pas contre la technologie. Non. C'est pas c'est l'humain lui-même, ça a toujours été. Donc c'est une nuance de taille en fait. Oui. Il n'y a pas de pire ennemi de l'humain que l'humain lui-même. Et ça s'est vu en 45 et ça risque de se revoir encore. 45 dont on fête aujourd'hui, Bientôt, oui, c'était en août, la Deuxième Guerre mondiale, mais je parlais plutôt d'Hiroshima et de Nagasaki. Oui. Ça, ce que l'humain a fait à l'humain ces jours-là, en 3 jours, et au-delà de toute imagination. Ce n'est pas aussi ce qui se passait à Auschwitz, etc., mais c'était aussi dans les années 40. Ayant vu cela, nous avons vu ce dont l'homme est capable. Et c'est peut-être ça qui empêche de dormir, pas l'intelligence artificielle. Du moins, c'est mon avis. C'est votre avis, professeur Mohamed Louedi, et nous en prenons acte. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Cet échange, comme d'habitude, très fructueux et très intéressant sur la musique d'Épitaphe. Épitaphe, le petit cadeau qu'on vous a merci aujourd'hui. Voilà, merci espérons vous retrouver très bientôt pour un autre échange sur l'IA. À votre service. Merci beaucoup. Allez, on écoute Tom Petty, It's Good to be King. Ouais. velvet, yeah, to give them a smile.
get high.